David Rideau avec Patrick Oliva. Merci Patrick Oliva d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. l'instigateur du projet Orbimob. Orbimob, c'est une association qui veut promouvoir les mobilités douces, les mobilités urbaines et rurales. Mais je voudrais revenir déjà sur le mot que vous avez choisi vous-même, instigateur. Pourquoi ce mot? J'ai voulu créer une dynamique de transformation véritablement, et essayer de faire en sorte que le mouvement soit aussi rassembleur que possible. Qu'est-ce que l'on veut faire? Alors vous avez utilisé le mot de mobilité douce, je dirais transformation de l'ensemble des mobilités, puisqu'on s'intéresse à la fois aux mobilités des personnes et bien sûr à la logistique, parce que sans entreprise, un monde a du mal à vivre, et donc il faut absolument travailler sur les deux dossiers. Et en poussant ce dossier, en poussant cette réflexion, j'ai essayé de créer une dynamique qui à la fois puisse embarquer les industriels, les institutionnels, les associations, le grand public, avec cette volonté de tout simplement de se dire, oui, il y a vraiment besoin de transformer les mobilités. Les mobilités sont essentielles à notre vie quotidienne, à notre plaisir quotidien. Il faut les transformer, mais en même temps, il faut qu'elles restent très présentes. Nous avons besoin d'être mobiles. Patrick Oliva, on va revenir sur votre passé professionnel. Vous avez été cadre dirigeant du groupe Michelin, notamment sous Édouard Michelin. Sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas un élu du territoire, vous êtes à la retraite. Pourquoi vous intéressez-vous, vous, à cette thématique? Où est votre légitimité? Ma légitimité dans mon passé et dans mon statut tout simplement de citoyen. Voilà, je considère que j'ai eu une expérience assez remarquable en 2015 au moment de la COP21. Et là, j'ai été mandaté à la fois par l'ONU et par la présidence française pour rentrer dans le processus de cette COP21, cette fameuse COP qui a conduit à l'accord de Paris. Et là, de manière très intéressante, et c'était la première fois dans le cadre des COP qui sont intergouvernementales, le gouvernement français a souhaité faire appel à la société civile en se disant, eh bien, ce serait formidable d'avoir un agrément qui vienne à la fois, bien sûr, des gouvernements, mais aussi de la société civile. Et je trouve que cette dualité d'approche, à la fois société civile et organismes gouvernementaux, institutionnels, est absolument essentielle, et nous ne sommes pas toujours dans cette véritable dynamique de collaboration. Et après avoir beaucoup travaillé donc au niveau international, au niveau national, je me suis dit que c'était très important de développer cette collaboration au niveau territorial. Est-ce que l'Auvergne a vraiment une carte à jouer sur ces Fondamental. questions-là? Parce que on peut être surpris que ce soit un territoire comme celui de l'Auvergne ou enfin qui devienne une sorte de laboratoire expérimental. Et vous avez utilisé le mot laboratoire, c'est celui qu'il faut effectivement choisir. Et pourquoi? Et pourquoi? Je ne cesse de dire qu'il y a 3 à 4 milliards d'Auvergnats dans le monde. 3 ou 4 milliards, c'est-à-dire? C'est-à-dire des gens qui, globalement, en termes de PIB par habitant, en termes de modalités d'habitat, beaucoup d'habitat individuel, dans le cadre socio-économique que nous connaissons, c'est-à-dire avec une dualité d'activités agro-pastorales encore, et puis industrielles, et puis bien sûr dans le tertiaire, nous représentons non pas le fin fond de la France, mais globalement le cœur vivant de la planète Terre. Voilà, il y a 3-4 milliards de gens qui vivent comme nous. Vous voulez dire dans nos déplacements, dans nos modes de vie? Forme de déplacement, dans la capacité finalement à investir dans de nouvelles infrastructures ou ne pas investir en fonction de l'argent qu'on a. Les modes de vie des Auvergnats correspondent vraiment au reste de la planète. Mais totalement, totalement. Qu'est-ce que nous avons finalement au niveau de l'Auvergne? Nous avons une métropole moyenne, voilà, métropole autour de laquelle s'organise un ensemble de mobilités. Les gens qui viennent travailler chez Michelin, qui viennent travailler au CHU, etc., qui viennent de la Limagne, qui viennent des Volcans, tout ce mouvement, j'ai presque envie de dire ce mouvement d'électrons là autour d'un noyau central, c'est ce qu'on retrouve. Et puis cet arrière-pays avec un habitat plus dispersé, avec une activité agricole encore très importante, mais c'est la réalité du monde. C'est la réalité du monde. On voudrait nous faire croire que nous sommes encore dans un îlot particulier, mais pas du tout, pas du tout. Et là où beaucoup de gens, y compris les universitaires, mais bien sûr les gouvernements, les associations internationales, s'intéressent à ce qui est mobilité métropolitaine ou les grandes mobilités intercontinentales, tout ça est très intéressant. Ça ne représente pas le cœur de la vie des hommes et des femmes de notre terre. Et en Auvergne, nous y sommes. Et en plus, nous ne sommes pas une région hyper riche. Bon, ça saurait, hein, si nous étions. Donc notre capacité à investir dans des infrastructures pharaoniques, nous ne les avons pas.
Donc il faut trouver des solutions intelligentes, frugales, et qui, en même temps, facilitent le développement de notre territoire, facilitent la vie des gens. Se déplacer, c'est un bonheur. Voilà. Patrick Oliva, instigateur du projet Orbimob, est donc notre invité dans cette web émission Levé de rideau, réalisée ici à l'Opéra de Clermont. Cadre magnifique. Oui, c'est une question que je pose à chacun de mes invités. Qu'évoque pour vous un tel décor, Patrick? Eh bien, écoutez, moi, j'adore. J'aime la musique, j'aime le théâtre, j'aime l'opéra. Et puis, il y a dans ces lieux une, comment dirais-je, une recherche du détail. Le plaisir dans le détail. On n'a pas des murs qui sont en placo, il y a de la décoration, il y a des peintures, et tout vibre finalement d'une manière très harmonieuse. Notre monde en manque aujourd'hui? Terriblement, terriblement. Hein. Il suffit de voir un petit peu l'évolution de l'habitat, hein, qui manque de relief, manque finalement de ces éléments. Alors, évidemment, on a une isolation thermique formidable, on a une meilleure isolation phonique, oui, mais le charme n'est pas toujours là. Et je crois que c'est très important. Et en plus, ces lieux nous ramènent dans cette vaste caravane humaine, je dirais, de la création. Voilà. C'est ça que je vois dans cet opéra. Et il est bon de se plonger dans nos racines et en même temps regarder vers l'avenir. Vous avez employé le mot création, je vais l'utiliser pour faire la transition avec le chapitre d'après, puisque cette web émission permet aussi de mieux connaître nos invités. Vous avez créé le challenge Bibendum, et j'ajouterai que modestie et humilité sont deux vertus qui vous caractérisent aussi, puisque... Elles sont très auvergnates aussi. Hein. Peut-être, mais elles sont très fortes chez vous. Les Michelin qui nous regardent vous connaissent bien, les autres moins. Et pour autant, vous avez travaillé aux côtés de François Michelin, beaucoup, et surtout d'Édouard Michelin lorsqu'il a pris la présidence de la grande entreprise Michelin que l'on connaît, groupe international. Et puis, vous l'avez convaincu de ne pas être auvergnat et de dépenser de l'argent pour en gagner en allant à l'extérieur, un peu dans tous les pays du monde, jusqu'en Chine, pour présenter le savoir-faire du Bibendum, le savoir-faire Michelin, mais au-delà des seuls pneus. D'où vous est venue cette idée? Écoutez, c'est venu très naturellement. Édouard Michelin était un très jeune patron, très jeune patron. Et un jour, je lui ai dit, monsieur, il faut que vous deveniez véritablement le patron au niveau mondial, le patron de la transformation des mobilités. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il vous dit, cher monsieur Oliva, on boit un café ensemble, ou alors il vous dit, vous reviendrez un peu plus tard? Non. Et Édouard n'était pas quelqu'un qui différait les prises de décision. Il m'a dit, ben, banco, je vous laisse faire. Et c'est ça qui était formidable chez lui. C'est ça qui était formidable. Banco, je vous laisse faire. Et bien sûr, allez-y. C'est-à-dire, finalement, témoignage de confiance immédiat. La perspective pouvait être séduisante, effectivement. Il faut reconnaître que prendre la succession de François Michelin, qui est vraiment une icône extraordinaire, c'était terriblement difficile pour Édouard. Il ne pouvait pas simplement se mettre dans les chaussons de son père, ce n'était pas possible. Donc il fallait qu'il ouvre quelque chose d'autre. Et il me semble que, en dépassant le domaine du pneumatique, celui des mobilités, à la fois pour les personnes, j'insiste toujours, et pour les entreprises, était évidemment le terrain d'expression dans lequel il devait imposer sa personnalité. Mais en fait, il y avait une double idée dans la vôtre. Il y avait l'idée qui allait lui permettre à lui d'exister en tant que capitaine d'entreprise, et puis l'idée qui faisait de Michelin une nouvelle vitrine. Mais bien sûr, et un acteur crédible. Comment voulez-vous qu'un constructeur automobile aille présenter sa vision simplement de la transformation? Ce n'est que la vision d'un acteur. Le pneumatique est au service des moyens de mobilité. L'automobile, l'avion, etc. Même les sociétés ferroviaires dans le monde entier ont toutes des sociétés de logistique qui utilisent des pneus. Et donc finalement, ce statut du pneu qui est au service, en définitive, cette notion est importante d'être au service des mobilités, c'est un positionnement idéal et nous donner une certaine crédibilité. Voilà. Et très vite, Édouard Michelin a adhéré à l'idée que, après avoir organisé 2 sessions à Clermont, en 98 et en 2000, les 2 premières sessions du Challenge Bibendum, je lui dis en 2001, écoutez, maintenant, l'Auvergne, c'est bien, mais de l'Auvergne, on se projette. Donc l'an prochain, c'est la Californie.
Et il m'a dit banco, je vous fais confiance. Puis est arrivé Londres, je Et crois, puis après, on est l'Allemagne. reparti à Bruxelles, on est parti effectivement au niveau de Strasbourg, parce qu'on voulait aller voir le Parlement. Et puis ensuite, reparti à nouveau aux États-Unis, puis la Chine en 2004. Et puis on a continué le Brésil, le Japon, etc. Avec des choses incroyables. Il faut comprendre. Alors, malheureusement, Édouard Michelin est décédé. La présidence a été proposée ensuite à Michel Rollier, puis ensuite à Jean-Dominique Sénard. Vous les avez tous les deux accompagnés dans la suite de ces challenges. Il faut que nos internautes comprennent que c'était presque des sommets internationaux où des ministres au minimum, mais des chefs de gouvernement venaient. Bien sûr, on a eu vraiment partager le challenge d'Evenhomme. Tout à fait, tout à fait. Parce que là encore, ce qui marche, c'est quoi? Ce sont les visions qui peuvent être à la fois ambitieuses, avec un spectre international, et je dirais ce qui est important, c'est de se présenter au service finalement d'une humanité. Et je crois que c'était ça qui était intéressant dans le Charles Benhomme, et l'idée à laquelle Édouard a bien adhéré, c'était de dire, attendez, il y a une mutation indispensable. Le monde est en train de se métropoliser. Il y a des soucis de CO2 dans l'atmosphère qui commencent à apparaître. Il y a une numérisation de la vie dans laquelle on opère. Bref, le monde change. Il faut que les mobilités accompagnent ce changement et l'accompagnent en anticipant un certain nombre de difficultés dans lesquelles on est aujourd'hui. C'était véritablement ça. Et ça, c'est séduisant. Et au fond, comment voulez-vous que des gens s'oppose à une démarche, en définitive, qui est bonne fondamentalement, qui est tournée vers l'avenir, qui essaie d'être moderne et qui n'impose rien, en définitive, qui dit simplement... Où est le lien entre votre expérience au challenge, les Vendôme, et ce qui n'est pas une expérience, qui est une réalité aujourd'hui avec Orbimob? Eh bien, le lien, il est évident. Il s'agit de se dire, à l'échelle de l'Auvergne, et je l'étends souvent au Massif central, puisqu'il y a une certaine homogénéité quand même, à la fois géographique, historique et socio-économique, c'est de dire, prenons au niveau de l'Auvergne et du Massif central des orientations qui soient immédiatement transposables dans le reste du monde. Voilà, c'est ça qui est fondamental. Comment peut-on transformer, décarboner, dépolluer, rendre plus interconnecté, plus intermodal des formes de mobilité? Comment peut-on aider au mieux des entreprises à rester et voire à s'installer dans des territoires peu peuplés, comme c'est le cas du Massif central? Toutes ces réflexions, toutes les solutions proposées sont immédiatement transposables dans le reste du monde. Et quand je me projette dans les 17 objectifs du développement durable, vous savez, ces grands objectifs très ambitieux qui ont été signés en 2015 avec la volonté... Très couru en Afrique et peu connu en Europe. Mais bien sûr, parce qu'effectivement, il s'agissait de développer le monde, de développer le continent africain, sud-américain, une grosse partie de l'Asie, en disant il faut éradiquer ou aller le plus loin possible dans l'éradication de la pauvreté, il faut donner aux petites filles dans le monde les moyens d'aller à l'école, il faut des objectifs extrêmement sympathiques. Et forcément, le Sud global, comme on dit aujourd'hui, a été particulièrement sensible à tout cela. Mais en soi, quand on dit il faut donner plus d'accès aux gens, accès aux services médicaux, accès à la culture, accès, je ne sais pas quoi, aux passions des gens, dans le sport ou autre, tout ça passe par le développement de mobilité. Et ces mobilités, il faut en même temps, c'est indispensable, les rendre moins carbonées, moins polluantes, moins génératrices d'encombrement dans les villes, etc. Donc le challenge est là. Et finalement, nous pouvons très bien passer, hein, c'est vraiment la base de ma réflexion, de cette maille auvergnate à une maille internationale. Et souvent, je dis à mes collègues, aux gens avec lesquels je travaille, il faut qu'on ait ce double regard, très local, très local, et très international. Et en plus, à l'international, il y a quand même énormément d'initiatives dont nous pourrions nous inspirer aussi, bien sûr, et que souvent nous ne connaissons pas, hein, et qu'il conviendrait effectivement tout simplement de transposer en les adaptant à notre réalité locale. Il nous reste 2 minutes, Patrick Oliva. Le challenge, quelque part, le challenge du Vendôme, vous l'avez aussi dupliqué à travers une rencontre très importante pour Orbimob, le sommet des mobilités
durable douce, qui a eu Durable, on va dire durable, voilà. sommet des mobilités durables, qui a eu lieu au mois d'octobre 2024, qui sera réitéré en octobre 2025. Est-ce que la population commence aussi à s'approprier ce concept Ormimob? Je pense que oui. Je pense que oui. Les institutionnels, je crois maintenant, nous connaissent bien. Il y a un certain nombre de manifestations que nous avons organisées qui ont été très bien reçues. Et puis, je dirais que c'est d'ailleurs un peu étonnant, mais même si la notion de mobilité n'est pas quelque chose, par mobilité, transport, il n'y a pas forcément une adhésion, ça ne crée pas une passion, hein, alors que c'est absolument fondamental, mais ça y est, c'est en train de changer et les gens voient tout l'intérêt à envisager des évolutions de mobilité qui soient beaucoup moins pénalisantes, mais en même temps non contraignantes. Voilà. C'est très important. Article 13, hein, article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, de la Nations unies, c'est liberté d'aller où on veut, quand on veut, avec qui on veut. C'est fondamental. Donc on ne transige pas avec ça, ou alors si on doit introduire des contraintes, il faut le faire à juste raison. Hein. Et comme le dit Camus, il faut concilier liberté et justice. Voilà, c'est dans cet équilibre-là. Et donc le sommet est une grande chance pour nous tous et pour les Auvergnats, c'est qu'on veut vraiment instaurer ici cette idée que nous avons le sommet mondial le plus important sur cette notion de mobilité territoriale. Voilà. Hein, il y a plein d'événements dans le monde sur les mobilités, mais sur cette notion de mobilité territoriale, voilà, 150 km autour d'une ville moyenne, d'une métropole moyenne comme Clermont, ça, on le présente. Et en 2026, l'ONU lance la décennie des mobilités durables. Nous voulons être au rendez-vous et nous serons sur la première marche en ce qui concerne les mobilités territoriales. Bravo et merci pour cette ambition. Merci beaucoup. Merci Patrick Oliva d'avoir été notre invité ici, au cœur du foyer Barbala à l'Opéra de Clermont. Merci beaucoup.